Étudier une fonction numérique, c'est un peu comme enfiler la casquette d'un architecte qui prépare les plans d'un immense édifice. À partir d'une simple formule mathématique de base, l'objectif va être d'extraire, étape par étape, absolument toutes les informations dont on a besoin pour bâtir une courbe géométrique parfaite. C'est une vraie petite enquête d'investigation qui commence. Mais avant même de tracer le tout premier trait sur notre quadrillage, une question assez vertigineuse se pose en toile de fond. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner l'infini? Comment est-ce qu'on peut anticiper et représenter avec certitude ce qui se passe tout au bout du graphique, là où les nombres deviennent gigantesques? C'est le tout premier grand mystère que cette analyse va nous permettre de résoudre. Alors, voici notre plan de bataille. On va d'abord décrypter les limites et les asymptotes, ensuite on cherchera les raccourcis avec les éléments de symétrie, on plongera dans la concavité et l'inflexion, et on bouclera tout ça avec un plan d'étude redoutable en 10 étapes. Première grande étape de notre construction, les limites et les asymptotes, c'est-à-dire l'étude de nos frontières. Regardez bien comment ça se comporte visuellement, c'est très intuitif. On voit clairement que la courbe monte ou plonge de façon hyper dramatique en se rapprochant de plus en plus d'une ligne centrale, mais sans jamais la toucher. C'est littéralement un mur invisible que notre fonction ne peut physiquement pas franchir. Et pour traduire cette belle intuition en langage mathématique pur, on s'appuie sur la notion de limite. En gros, on a une asymptote verticale d'équation x égale a si la limite de notre fonction, quand x se rapproche de a, donne l'infini. Qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. C'est vraiment cette explosion de la valeur calculée qui crée ce mur vertical complètement infranchissable sur le dessin. Maintenant, basculons sur le plan horizontal. Le principe de frontière reste exactement le même. Quand on étire notre graphique indéfiniment vers la gauche ou vers la droite, la courbe finit souvent par se calmer, par se stabiliser. Elle vient tranquillement se reposer en longeant une ligne horizontale parfaitement droite. La traduction mathématique de cette stabilité est assez élégante. Si la limite de notre fonction tend vers une valeur fixe, qu'on va appeler b, lorsque x part très loin vers l'infini, eh bien cette droite devient notre asymptote horizontale. C'est vraiment la signature d'une courbe qui a enfin trouvé son point d'équilibre à long terme. Mais attention, l'infini nous réserve parfois des trajectoires un peu plus penchées. C'est le cas de l'asymptote oblique. Ici, la courbe vient s'aligner progressivement sur une droite en diagonale d'équation classique y égale ax plus b. L'idée clé à retenir, c'est que l'écart entre la courbe et cette droite fond comme neige au soleil jusqu'à devenir nul au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers l'infini. Et puis, parfois, la courbe est un peu plus rebelle. Elle refuse de se coller complètement à la ligne droite, tout en gardant quand même un cap général. On appelle ça le phénomène des branches paraboliques. En fait, la courbe s'échappe vers l'infini en prenant la direction d'un axe ou d'une droite, un peu à la manière d'une parabole géante. Du coup, pour ne pas s'y perdre, voici l'outil absolu, le formulaire des branches infinies. C'est l'aide-mémoire parfait, un arbre de décision super logique. À partir d'un simple calcul initial de limite et en suivant les bifurcations du diagramme, par exemple en regardant le quotient de la fonction sur x, on peut déduire avec certitude absolue comment n'importe quelle fonction va se comporter à l'infini. C'est notre boussole. Deuxième étape de notre méthodologie, les éléments de symétrie, ce qu'on pourrait appeler nos miroirs mathématiques. On ne va pas se mentir, en mathématiques, on adore la symétrie parce que ça permet d'être stratégiquement paresseux. Ça divise littéralement la quantité de calcul par 2. On a 2 types de miroirs à notre disposition. À gauche, l'axe de symétrie, imaginez qu'on plisse simplement la feuille de papier en 2, et à droite, le centre de symétrie. Là, c'est un équilibre rotatif. C'est un point de pivot très précis autour duquel la courbe fait un demi-tour sur elle-même pour venir se superposer parfaitement. Mais il faut pouvoir le prouver de manière irréfutable. Pour ça, on a de petits détecteurs. Par exemple, si une fonction est strictement paire ou impaire, bingo, on a direct un axe sur l'ordonnée ou un centre à l'origine. Pour les autres cas, on utilise des formules spécifiques. On vérifie si la fonction appliquée à 2a moins x retombe sur la fonction de base pour un axe ou si elle répond à une équation avec 2b pour valider un centre. Ça nous donne des indices structurels majeurs. Troisième section, la concavité et l'inflexion. Ici, on va zoomer pour étudier précisément les courbures de notre tracé. Pour bien maîtriser ces courbures, il faut faire la différence entre 2 profils. On dit qu'une courbe est convexe si elle arrive à retenir toutes ses droites tangentes juste en dessous d'elle. En gros, elle a la forme d'un sourire et sa dérivée seconde, elle, sera positive ou nulle. A l'inverse, on dit qu'elle est concave si elle est confinée sous ses tangentes. Elle forme plutôt un dôme tourné vers le bas et là, la dérivée seconde devient négative. Visuellement, la dynamique est super claire. Regardez à gauche, cette portion convexe se maintient fièrement au-dessus de chaque petit segment de tangente, alors qu'à droite, le dôme concave reste constamment prisonnier sous le plafond formé par ses propres tangentes. Maintenant, ce qui est vraiment captivant avec ce graphique, c'est le moment de la transition. Regardez le point au milieu. C'est l'instant géographique exact, le millième de millimètre où la courbe arrête d'être convexe pour basculer et devenir concave. Et à ce carrefour ultra précis, regardez bien,
La tangente transperce carrément la courbe de part en part. Pour localiser ce fameux point d'inflexion par le calcul, attention, il y a une condition d'alerte rouge à respecter absolument. Il ne suffit pas du tout que notre dérivée seconde s'annule en touchant le zéro. Il faut impérativement qu'elle traverse cette valeur et qu'elle change effectivement de signe de chaque côté de ce point. Sans ce changement de signe clair et net, le basculement n'a tout simplement pas lieu. Nous voici à la 4e et dernière partie, le plan d'étude, le guide ultime pour ne rien oublier. Pour rendre tout ça ultra concret, prenons l'exemple d'une fonction simple qu'on va décortiquer de A à Z, le polynôme x³ moins 3x. Le chantier démarre avec le domaine de définition, ici tous les nombres réels. Étape 2, la parité. Notre fonction est impaire, ce qui nous offre d'emblée une symétrie centrale. Ensuite, on explore les limites aux infinis, puis on attaque la dérivée première. Tout ça nous amène au fameux tableau de variation qui va nous dire exactement où notre polynôme monte et descend. Le chef-d'œuvre se termine avec la seconde moitié de notre plan. Toujours sur notre exemple, on cherche les branches infinies, on place nos éventuelles asymptotes, on affine ensuite avec le calcul des tangentes clés. L'étude de la dérivée seconde nous révélera même que x³ moins 3x possède un point d'inflexion magnifique en plein milieu, à l'origine. Et toute cette récolte d'indices culmine enfin à l'étape 10, le tracé physique impeccable et sans erreur de notre courbe géométrique. C'est quand même fascinant de se dire que ces 10 petites étapes ne sont pas juste des calculs rébarbatifs. Ce sont vraiment les outils de notre architecte. Chaque équation, aussi intimidante soit-elle, abrite une histoire géométrique élégante qui n'attend qu'une seule chose, que l'on applique cette méthode pour la révéler au grand jour. Avec ce plan d'action solidement ancré en tête, l'analyse des fonctions numériques n'a logiquement plus de secret pour nous. On a la méthode, on a les outils, alors une seule question stimulante reste en suspens. Quelle sera la toute prochaine courbe fascinante que nous allons construire ensemble ?